Bonjour. Chapitre 3. La course. Vous l'avez vu ce petit détail là? Celui-là là? C'est tellement beau un pangolin. Bien. Ma fugue dans les arbres au chapitre 3. Tu me dois au moins ça, chuchote Sylvain de l'autre côté de la porte. J'ai rien dit alors que c'était ton idée. J'entr'ouvre la porte et lui tends le 3e tome des Corneilles rouges. Son visage s'éclaire. Il regarde le tome de sa série préférée que j'emprunte comme monnaie d'échange au CDI du collège et lâche très vite. Topissime. Je te le donne par bonté. Pas parce que j'ai peur que tu me trahisses, mais si tu me dénonçais... Il file dans sa chambre avec son trésor. Sa porte ne fait pas de bruit en se fermant, sûr qu'il lira la moitié avant de penser à s'asseoir sur son lit. À midi, Nours m'apporte une soupe de salsifis. Ses yeux se sont chargés d'une lueur de tristesse. Avoue que c'est abominable quand même. Quoi, la soupe de salsifis? Oh, pas tant que ça, elle pourrait être à la courgette. Sa moustache parfaitement lissée aux pointes se tend imperceptiblement, je glisse. Les limaces sont-elles craquées? Il sort en claquant la porte. Je me précipite à la fenêtre et jette la soupe à la volée. Nours passe sa colère en tondant, mais il ne peut pas s'empêcher de lancer régulièrement des regards vers ma fenêtre où je reste immobile, un parfait masque de désespoir sur le visage. Il craque au goûter et lève la punition. La devise de Nours nous sauve. Ne jamais rester un jour complet sans sortir. Du lundi au jeudi, quand papa n'est pas là, Nours laisse l'herbe pousser. Le vendredi matin, il trace un chemin à la tondeuse en changeant chaque semaine de parcours. Place une ligne de départ, une d'arrivée, des obstacles et nous chronomètre avec le plus grand sérieux. Là, il devient coach. Mon frère déteste courir, mais Nours tient à ce que nous ayons un esprit sain dans un corps sain. L'imagination craintive de Sylvain lui a inspiré un nom pour chaque obstacle. Il faut ainsi passer sur la planche qui domine le bassin des crocodiles, Salomé entre les cobras dressés, bondir par-dessus des haies qui sont des lions endormis, et ramper au plus vite sous des arceaux pour éviter les flammes des dragons noirs qui grillent les fesses. Devant la ligne de départ, Nours me demande « Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête ?» Sylvain est avantagé. On court moins vite avec une robe. Il lève les yeux au ciel. Tine, ton père est inflexible là-dessus. Sa fille ne peut porter de pantalon. Tu ferais mieux de laisser tomber. Dans ce cas, que mon frère en porte une lui aussi. Et on sera à égalité. Sylvain me regarde avec incrédulité. C'est de l'humour? Nours soupire. Tu commences, Tine. À vos marques. Mon besoin de courir est trop fort. Je place un genou à terre, les doigts devant la ligne de départ matérialisée par une cordelette blanche parfaitement tendue au sol. Prête. Prête. Partez. Faute de pouvoir grimper dans les arbres, ce que je préfère, c'est courir. Le professeur de PS a eu beau lui parler de mes capacités sportives hors du commun. Mon père a dit non à l'escalade, au foot et aux arts martiaux. On m'a interdit de revenir au poney club pour avoir mordu l'oreille d'un poney stupide nommé Césarus. Il m'avait croqué la cuisse parce que j'essayais de me tenir debout sur son dos. Puis la prof de Team Gym a rapporté à mon père que j'avais presque réussi à me rompre le cou en courant sur la poutre et qu'elle avait failli faire une crise cardiaque quand j'avais grimpé en haut de la corde sans tapis en dessous. Pour la danse, il n'a fallu que 2 séances pour que la prof me déclare aussi gracieuse et butée qu'un rhinocéros. Du coup, quand Nours a proposé à mon père de nous faire de l'exercice physique pendant son absence, il a attendu 2 jours pour donner sa réponse, par principe. Mais à vrai dire, il était si soulagé de ne plus avoir droit au regard hostile des entraîneurs qu'il a évité de demander en quoi consistaient les activités de Nours. Papa est un homme d'affaires très occupé. Avion, train, taxi, bateau. Il voyage beaucoup et ne revient que le week-end. Et parfois, il nous téléphone pour nous prévenir qu'il ne rentrera pas non plus le week-end. C'est un homme pressé, fatigué, absent. Heureusement, il y a Nours, les histoires de Nours le soir, le bisou de Nours avant de dormir. Et puis, ses sourires, ses murmures rassurants à chaque fois qu'on en a besoin. Allons, à 13 sur 20 en maths, c'est pas catastrophique.
Je passe la ligne d'arrivée et Nours ne peut s'empêcher de crier en levant les bras. 48 secondes et 24 centièmes pour Mademoiselle Tine Furtière. Le record est pulvérisé. On se tape dans les mains et je serre Nours très fort contre moi. Le parfum de Nours, les encouragements de Nours, le sourire doux et les moustaches de Nours. D'aussi loin que je me souvienne, il est celui qui nous rassure et nous aime, celui qui guérit les grippes et les chagrins. Toujours. À moi, dit Sylvain, déjà en position sur la ligne. Nours reprend son sérieux et donne le départ. Sylvain tombe 3 fois de la planche qui domine le bassin des crocodiles, prend un cobra dressé dans l'oreille et trébuche sur les haies qui sont des lions endormis. Combien demande-t-il, les genoux verts, la joue boueuse, en passant la ligne d'arrivée à 4 pattes hors d'haleine. T'es mort 16 fois, dis-je avec un sourire de piranha. Nours me lance un regard sévère. Tu as été un poil moins rapide que Tine, répond-il à un Sylvain consterné. Combien insiste-t-il d'une voix furieuse. Dans les 3 ou 4 minutes, je sais plus, je me suis trompé de bouton. On refait, gronde Sylvain. J'améliore encore mon temps aux 2 passages suivants. Sylvain rentre en boudant après avoir emporté 4 arceaux qui le protégeaient des flammes des dragons noirs qui grillent les fesses. Bon, c'est pas tout, mais il faut que je ramasse les feuilles et que je tonde le reste du jardin, dit Nours en soupirant. Votre père rentre dans une petite heure. Je pose ma main sur son bras. Imagine un parcours d'obstacles dans les bois, dis-je en regardant la forêt. On pourrait... Stop! Je t'arrête tout de suite. Tu te fais du mal pour rien. Papa n'en saurait rien. Nours regarde autour de lui comme si mon père était caché quelque part. Pourquoi tu es si têtu, Tine? Pourquoi tu t'obstines alors que tu sais que c'est impossible? Mes lèvres tremblent, mais ma voix est ferme. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a à la fin avec les arbres? On n'a même plus le droit de les regarder. Je désigne notre jardin. Avoue que c'est n'importe quoi de laisser un si grand jardin sans l'ombre d'un arbre. À quoi ça sert? Nours me prend par les épaules et plonge ses yeux dans les miens. Pourquoi tu reviens sans cesse au même sujet? Ça fait au moins 1000 fois... Parce que je déteste qu'on m'interdise quelque chose sans m'en donner la raison. Il soupire. Tu es injuste. Tu as beaucoup de liberté ici. Comme porter les vêtements que je veux. Il ne peut s'empêcher de laisser monter un sourire. Allez, laisse-moi tondre la pelouse maintenant, cabocharde. Va te rafraîchir et change de robe. Je m'occuperai des taches d'herbe sur celle-ci. Ah, si j'avais mis un pantalon... File, petit bison. Voilà pour ma fugue dans les arbres, et puis maintenant, un des plus beaux livres du monde. Désert de l'Ecclésio. C'est, à vrai dire, le livre dans lequel j'ai disparu la première fois. C'est le livre qui m'a fait aimer lire, qui m'a fait découvrir la littérature. Le tout début. Saguiet El Amra, hiver 1909-1910. Ils sont apparus, comme dans un rêve, au sommet de la dune, à demi cachés par la brume de sable que leurs pieds soulevaient. Lentement, ils sont descendus dans la vallée, en suivant la piste presque invisible. En tête de la caravane, il y avait les hommes, enveloppés dans leurs manteaux de laine, leurs visages masqués par le voile bleu. Avec eux marchaient 2 ou 3 dromadaires, puis les chèvres et les moutons harcelés par les jeunes garçons. Les femmes fermaient la marche. C'étaient des silhouettes alourdies, encombrées par les lourds manteaux, et la peau de leurs bras et de leurs fronts semblait encore plus sombre dans les voiles d'indigo. Merci, monsieur Leclésio. À bientôt.